suis originaire d'Ouvain-la-Neuve. J'ai grandi ici. J'ai travaillé entre autres à la Maison des Jeunes de chez elle. Et à côté de ça, j'ai toujours eu un parcours lié à la peinture murale, en commençant d'abord par le graffiti et puis en professionnalisant cette pratique avec un collectif qui s'appelle Farm Prod. On est une bande de potes à la base, passionnés de culture hip-hop. On écoute plein de rap, plein de hip-hop en général et on est branché graffiti. Alors je suis danseur hip-hop freestyle. Brièvement parce que c'est toujours important que les gens comprennent. La culture hip-hop a sa danse et cette danse a deux formes. La première forme, c'est la danse originelle qui se danse au sol, qui est le break. Et la deuxième forme de danse de la culture hip-hop, c'est le hip-hop freestyle. C'est la danse que je pratique. Je la pratique depuis 15 ans sérieusement, à moyen haut niveau. Et alors je suis danseur du collectif LLC. Je représente la ville de Louvain-la-Neuve, mais aussi je représente le crew chorégraphique et Ice Crew. Je suis un danseur de Louvain-la-Neuve. J'ai commencé à Louvain en 2012. J'ai commencé la danse par le breakdance en 2011. Et actuellement, je vis à Louvain-la-Neuve. Je suis danseuse hip-hop. Je fais partie du collectif LLC à Louvain-la-Neuve. Collectif qui s'est créé vers 2015, si je ne me trompe pas, qui a permis de nous rassembler avec quelques amis et puis ensuite quelques élèves et puis qui sont devenus aussi des amis. On évolue comme ça ensemble en collectif vraiment maintenant. Depuis quelques années, les liens se sont soudés de plus en plus. Je suis graffeur, ça fait maintenant 8 ans que j'ai commencé. Mon blaze c'est Frog et je viens de Rixensart. Je me suis professionnalisé dans mon parcours grâce au fait que j'ai commencé le graffiti, quoi. Ça m'a guidé dans mon chemin personnel parce que ça m'a redonné le goût au dessin. Je dessinais déjà quand j'étais petit, mais ça m'a remis dedans à une époque où je dessinais plus du tout. Et puis ça m'a influencé dans mon parcours d'études où j'ai fait le graphisme, l'infographie, l'illustration. Après, j'ai fait des études de social parce que je n'aimais pas le milieu de la publicité ou du graphisme. Je préférais le concret, la peinture. Il fallait bien que je trouve un boulot et je voulais avoir un diplôme qui me permette de développer ces aspects artistiques dans un cadre humainement plus intéressant que dans une agence de graphisme. Et donc j'ai fait des études d'éducateur à 25 ans et j'ai toujours pratiqué sur le côté la peinture avec mon collectif. Moi, je suis heureux d'avoir pu développer des projets à Louvain-la-Neuve autour de la peinture murale, parce qu'ayant grandi ici, il y avait déjà des fresques quand j'étais petit, la fresque de Sommeville, de Raïr, et je ne pensais pas qu'un jour je développerais des gros projets et j'inviterais d'autres artistes à peindre des murs ici. Donc, je trouve ça très valorisant et positif. Après, je trouve que le graffiti doit continuer à exister de manière illégale. C'est ça, le graffiti. Là, on parle plus de muralisme et de peinture, de street art, comme on en parle souvent, mais je n'aime pas spécialement ce terme, parce que c'est policé. En arrivant à l'université ici à Louvain-la-Neuve, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, un ami, qui faisait de la danse de rue, debout, et je trouvais ça trop cool en fait. Et c'est lui qui m'a donné envie de me lancer dedans, et donc j'ai commencé mon petit chemin ici à Louvain-la-Neuve. Il y avait d'abord des petits cours au bloquerie, mais très rapidement, on commençait à répéter en crew. Tu me montres tes moves, je te montre les miens, on répète, on s'entraîne. On était porté par la vague du film à l'époque qui s'appelait You Got Served en anglais, mais en français, on disait Street Dancer. Et donc on était tous, il n'y a pas qu'à Louvain-la-Neuve, hein, mais dans beaucoup de villes, il y a une espèce de vague de danseurs hip-hop qui ont commencé dans cette période-là, suite à ce film-là. Par la suite, j'ai rencontré mon premier, on va dire, vrai binôme en danse, parce que la danse en crew, mais c'est aussi par binôme. Et mon premier vrai binôme en danse, c'est Seb, il s'appelle Sébastien Lemaître. Et donc, c'est comme ça qu'on a formé notre premier vrai groupe, on va dire, de danse, ça s'appelle Urban Move. Et donc, on réunissait des danseurs de Wavre, et voilà, on a fait quelque chose. Et puis, c'est seulement par la suite que finalement on est arrivé à créer une troupe de danse pour faire plutôt dans le mode spectacle. Et après, avec les membres de la troupe, on a décidé de devenir un crew. Donc de repartir vers le côté concours chorégraphique et battle, etc., etc. La danse a toujours été une partie de ma vie. Comme j'ai commencé très jeune, ma mère dansait aussi. Et donc
Je savais dès que j'étais jeune, avant d'entamer ma carrière professionnelle, que je voulais que la danse fasse partie de ça. Et donc, j'ai toujours dansé. Et en parallèle, j'ai toujours suivi des études parce que voilà, c'était une sécurité, c'était les conseils de mes parents, de mes amis, d'avoir aussi un background des études, d'avoir un plan B. Et en fait, ce plan B, finalement, il se confond bien avec le plan A, qui est la danse, et qui en fait match hyper bien. Donc là, j'ai ouvert une société de communication et d'événementiel en marketing. Et donc du coup, je peux utiliser ces compétences-là et ma société au profit de tout ce que je construis avec la danse. Et également, il y a 1 an, j'ai lancé ma compagnie maintenant qui s'appelle Tout Plein Pro. Et voilà, donc mon parcours professionnel est hyper lié à ce parcours de danse et à cet art et à cette passion. J'ai toujours eu dans ma tête de faire du graffiti. Je me voyais genre faire un truc illégal discrètement. Et en fait, c'est tout simplement en marchant dans Wavre, à la sortie des cours, que j'ai vu des gars qui peignaient sur du cellophane à la maison des jeunes de Wavre. Quand j'ai vu ces gars peindre, j'aurais demandé s'il y avait moyen de me joindre à eux et tout, et d'apprendre. Et alors, j'étais pas hyper bon à l'école. Ma seule passion, c'était le graffiti, donc je me suis vraiment rattaché à ça. Et ça m'a en fait dirigé vers des études d'art. Quand j'étais en secondaire, j'ai vraiment fait de l'infographie, donc c'était très technique. C'était pas du tout créatif. Mais après, j'ai été dans une école qui s'appelle l'ERG, une école supérieure très conceptuelle. Et donc là, c'était cool parce que ça m'a vraiment ouvert au monde de l'art. Enfin, ça a vraiment développé ma sensibilité, ma créativité. Mais par contre, une fois que j'ai fini toutes ces études de graphisme, en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui me convenait surtout, c'est la peinture, quoi. C'est ma passion depuis le début. Et ça me botte beaucoup plus que travailler numériquement sur un ordi. Mes influences artistiques dans le Brabant wallon, c'est d'office les PSK. PSK, en fait, c'est un crew de graffeurs qui font uniquement du graffiti vandal. Et ils ont développé une sorte de style où c'est très lisible, très coloré. Et donc je pense que moi, quand j'ai commencé le graphe, j'ai vraiment essayé de faire des trucs qui leur ressemblaient. Et après, je suis monté faire mes études à Bruxelles. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, eux, ils sont plus focus sur le style des anciens bruxellois, des premiers graffeurs bruxellois en fait. Donc c'est un style beaucoup plus old school. Ils ont une autre manière de peindre, ils utilisent des caps qui vont faire des traits fins, des trucs comme ça. Et donc je pense que mes influences, en tout cas dans le graffiti pur et dur, c'est une sorte de mix des deux, quoi. C'est peindre avec les gars d'ici et peindre avec les gars de Bruxelles. J'ai un peu pris ce que je voulais chez l'un ou chez l'autre. Et donc voilà, le graphe, ça m'a vraiment permis de trouver ma voie. Genre aujourd'hui, j'ai fini les études, je suis justement animateur dans cette maison des jeunes où j'ai commencé. Et à côté de ça, je dirais ça fait 2-3 ans que j'essaye de développer mon univers perso et de rendre ça plus sérieux, quoi. Mon blaze, c'est Frog. C'est mon premier blaze quand j'avais 15 ans. Et c'est parce que ma sœur disait que j'avais des cuisses de grenouille à ce moment-là. J'ai eu une grosse période où j'ai arrêté ce blaze parce que je suis rentré dans des crews et je priorisais ça. Après, j'ai commencé à faire du légal et j'arrivais pas à signer autre chose que Frog. Enfin, c'était vraiment moi, quoi. Donc j'ai développé mon univers autour des grenouilles, du coup. Ces grenouilles, ça représente cette partie de moi qui, justement, respecte pas forcément la loi, et qui fait ce qu'il veut, qui se sent libre. Et c'est un peu ce truc un peu fou. C'est pour ça que quand on regarde mes grenouilles, elles tirent la langue, elles ont un peu un regard vide d'animal, quoi, tu vois. C'est le côté un peu, pas raisonnable chez moi, quoi. La danse est venue via les Twins, en fait. Je voyais les Twins, donc c'est un phénomène qui nous a amené beaucoup des jeunes de ma génération dans la danse. La génération des Twins, même on appelle ça comme ça. C'est les premiers à avoir mis hip-hop, danse, freestyle sur YouTube. Et d'avoir vraiment compris ce truc, de flood les réseaux avec les vidéos. Et du coup, moi, je suis tombé là-dessus avec la fameuse vidéo qui a fait 112 millions de vues d'un mec devant la mosquée qui fait la dubstep dance avec plein d'effets comme ça, où il fait des rewinds, des effets de ouf, tu vois. Donc, c'est vraiment là que je fais waouh, c'est un truc de malade. Et au lieu de commencer par ça, je commence par le break. Parce que Red Bull, tu vois, le mainstream de ma génération, Red Bull, les Twins et cette vidéo. J'essayais tout seul chez moi.
Et j'avais un peu dans la mentalité street, step-up, pré-idéologie, en mode ouais, ça se passe, tu vois. Et j'ai vu, donc j'étais juste assis là-bas, à 50 mètres d'ici, et j'ai vu Minvu de l'époque qui organisait le battle Street Dance UCL, le battle de Vlanov. Et je lui ai dit, je peux t'aider à mettre les affiches. Et je suis allé à ce battle après. C'est là que j'ai découvert les gens de Vlanov et que ça se passait ici. Comment j'ai vraiment commencé, c'est que je dis à ma mère, ouais, achète-moi la boombox du Just Debout. Et j'ai envoyé un message à ces danseurs et à toutes les personnes que je connaissais grâce à ce battle. J'ai été dans la gare de Vlanov, j'ai posé ma boombox, j'ai branché ma prise. Ils sont arrivés et en fait, ils croyaient que, tu vois, mais en fait non, je savais pas danser. Et ils me sont mis à reprendre la danse. Donc j'ai vraiment connu ce contexte dans la gare, boombox, tu vois. En fait, je suis fier d'avoir vécu ce truc cliché, mais c'est parce que moi je rêvais en fait, tu vois. Je rêvais de ça et visiblement c'est arrivé. Là c'était vraiment le début. Donc moi j'arrive en 2012, donc à ce moment-là, c'est plus le début de la nouvelle génération en fait. Moi je viens plus dans ce stream-là. Ça c'était en 2012. Et il y avait un Panda qui était un ami à Manu, qui faisait Street Dance in LLN. Et moi j'avais ma boombox, je sais dans la gare. Et vu qu'on était potes, je dis, bah, tu sais quoi, on va faire ça au Goldway. On a eu l'électricité au Goldway, j'ai acheté un vinyle, j'ai posé ma boombox. Et là, nos grands, donc Hello, Manu, Sébastien Lemaître, Max Herschaft, ils sont tous venus là. Et moi, j'étais là avec Adam, des amis, des jeunes qui n'ont pas continué, mais avec qui on dansait. Et là, il y a vraiment eu un truc, parce que le Goldway était rempli, c'était plus libre. Enfin, t'avais le dessus rempli, les trucs remplis des étudiants qui s'arrêtaient, on chillait, on parlait de la danse. Donc il y a vraiment un agencement, un fil conducteur qui s'est fait et ça c'est toutes les différentes parties de l'histoire. Merci encore à la ferme du Bureau de nous accueillir comme ça fait plaisir. Parce que vous savez, dans l'histoire de cette culture, on n'a pas toujours eu les portes ouvertes. Et c'est quelqu'un qui organise depuis plus de 35 ans qui vous parle. Et on n'a pas toujours eu les portes ouvertes. Et ça fait plaisir qu'un endroit comme la ferme du Bureau nous ouvre les portes et croit en ce qu'on fait, et ça fait plaisir. Voilà, comme ça c'est dit. On est partout, je sais pas si on est partout. En tout cas, on n'a pas eu facile à s'intégrer, mais c'est bon, là ça commence. Parce que ça n'a pas été facile, mon frérot. Je peux te donner l'histoire, on en parlera après. Allez. Mais c'est pas grave. Voilà, vaut mieux attendre, pas se fâcher, et ça vient. Voilà, ça vient, ça arrive. Allez, merci encore à vous en tout cas. You ready for this next one? DJ, you ready? Drop it!
il y a quelques années, maintenant je crois il y a 4-5 ans, on a eu l'idée de créer des vélos Ghetto Blaster Sound System, qu'on peut voir derrière nous. Et en fait l'idée c'est de créer justement notre média urbain et déambulatoire, mobile, et pouvoir aller dans des événements hip-hop, les parcs, tous les lieux où on peut jouer de la musique, et venir avec notre setup DJ et passer du hip-hop avec nos vélos Sound System avec un look de Ghetto Blaster. Et les Ghetto Blaster, c'est un peu un symbole de la culture hip-hop aussi dans les années 90. Donc G, c'est Genappe, et Zoo, c'est une référence en gros au hip-hop. Comment dire, le zoo, c'est l'endroit, le quartier où ça se passe, quoi. C'est un peu comme, tu vois, Brooklyn Zoo ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de rappeurs un peu emblématiques qui ont fait un morceau pour représenter leur ville, tu vois, au et nom de leur l'endroit d'où ils quartier viennent. suivi de Zoo, quoi. Donc notre collectif, on s'est tous connus aux études artistiques, enfin pour la plupart en tout cas. On avait un atelier en commun dans une ferme. Du coup, après nos études, on s'est retrouvés à Bruxelles. On avait envie de continuer à travailler ensemble, mais dans un autre cadre que celui de la scolarité, quoi. Et du coup, on a créé Farm Prod. Mais à la base, on était vraiment des peintres, pinceaux, illustrations, influencés par la rue, le skate, le hip-hop, évidemment. Moi, j'étais plus dans le graffiti parce que j'aimais bien les tags et la culture hip-hop. Et du coup, avec le temps, on a quand même rencontré on était invité à des événements à l'étranger, des jams pour graffeurs, et on a rencontré d'autres gens, et c'est là qu'on a fait des chouettes connexions, et on a développé un projet qu'on a fait tourner dans différentes villes, différents pays. Et il y a une sorte de fraternité qui s'est créée entre les différents collectifs des différents pays, comme une famille, quoi. Et là, ça nous a vraiment remis un pied dans la peinture aérosol, en tout cas, pour toute l'équipe. Et depuis lors, c'est 2008 plus ou moins, ça fait 12 ans qu'on développe des projets, on garde un pied dans ce milieu-là et des connexions, et on développe des projets en essayant d'inviter des étrangers et en allant visiter d'autres étrangers aussi. LLC, c'est l'abréviation de Louvain, le collectif. C'est vrai qu'on s'est toujours dit, par pudeur, qu'on n'était pas un crew, parce que ce serait intégrer de force des personnes qui s'étaient juste rassemblées pour un lieu d'entraînement, en fait. On n'a jamais fait une charte. Tiens, tu viens t'entraîner ici, donc t'es dans le crew. La MJ nous met à disposition ce lieu pour les danseurs de Louvain-la-Neuve. Ice Crew et la SBL qui chapeaute la session, mais toute personne qui rentre ici n'est pas obligée d'être dans le Ice Crew. Chacun peut venir avec son identité, etc. C'est comme ça que on s'est toujours plutôt appelé un collectif qui rassemble des crews. C'est comme ça que un de nos petits a eu l'idée d'appeler ça Louvain le collectif. Je trouvais ça tellement bête, mais finalement, ça s'est imposé très vite, quoi. LLC. Est-ce que tu penses que cet écart doit être grand ou que l'écart doit être petit, tu vois, visuellement? Là, on est encore dans du tout juste, tu vois. Ouais. Pour moi, il faut plus, parce que soit tu fais un jour marqué, ouais, soit ça va ressembler à une erreur. Ouais. On a eu l'idée de faire un vélo Sound System Ghetto Blaster, et on a regardé plein de Ghetto Blaster différents sur internet et tout, mais on a créé vraiment le nôtre, quoi. Le design, il est complètement imaginé par nous, tu vois. Ouais, on a disposé les trucs dessus. Ouais, c'est ça. On a tout créé nous-mêmes de A à Z, et il y a plein de trucs de récupération aussi. Par exemple, les boutons là, c'est des bouchons de lessive qu'on a dessinés et tout. Mais donc ça, c'est le premier, et sur le deuxième, on veut pousser le délire plus loin, quoi. Et du coup, là, on a imité un peu un modèle emblématique, mais maintenant, en fait, ça va aller plus loin parce que certains boutons vont réagir à des lumières et tout. Il va avoir tout un aspect, entre guillemets, théâtral, et on pousse la scénographie. Interactif. Où il y aura une sorte d'interaction avec les gens qui écoutent. Et visuellement, il sera beaucoup plus poussé. Les boutons, les mécanismes de la cassette et tout, il y aura plein de petites astuces théâtrales. Nous, on a les idées, on est les architectes de A à Z, mais on se fait aider par des gens qui sont spécialisés dans chaque truc, quoi.
Par exemple, t'as la un mécanique soudeur, vélo, puis t'as un mec qui fait que la mécanique vélo, un qui nous aide pour le son, un menuisier. Et alors chaque fois, on confronte nos idées avec eux. Et alors du coup, on arrive vraiment à chaque fois à pousser le truc vraiment au fond du fond et on c'est arrive délire. à ce qu'on veut, quoi. Et les Il y a gens. beaucoup de réflexion, beaucoup d'essais-erreurs aussi. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a fait là, il est en carton. C'est aussi pour se projeter comment les Visuellement. choses vont aller dedans et pouvoir parler devant. Et comme ça, les gens qui nous aident aussi voient concrètement, quoi. On leur dit, ouais, ok, cette pièce-là, elle est là, mais en fait, elle doit rentrer dedans, il doit y avoir. Et c'est beaucoup plus concret que Et pour sur un nous, plan. réfléchir et brainstormer, etc. Ouais. Et il y a l'idée aussi que là, on en a fait un premier, on est sur le deuxième, qui lui serait donc le truc principal du setup, mais en fait, on aimerait bien, on sait déjà, en fait, quand on trouvera des sous pour en Et faire du un temps. deuxième, un troisième et un quatrième, qui seraient des modèles différents, mais on va pas trop en parler, quoi. C'est un secret. Mais pour vraiment faire une genre de famille, tu vois, où on serait en arc de cercle, Ouais. et le son serait plus puissant, et donc il pourrait y avoir plus de gens qui entendraient mieux. Et enfin, il y a vraiment une idée La qualité du son d'arriver serait en meilleure. gang, tu vois, de rouler un peu en bande comme ça à 3-4 et pouf. Ce serait une expérience immersive au Ouais, sein c'est de ça. nos vélos Ghetto Blaster. Ouais. À mes débuts, on s'entraînait à la gare de Louvain-la-Neuve quand il faisait froid, mais très rapidement, il faut savoir que je faisais éducation physique et donc en tant qu'étudiant en éducation physique, j'avais facilement accès aux salles du Bloquerie. Et à l'époque, c'était pas cher. Et donc, on se mettait ensemble, on payait des salles du Bloquerie. Alors, quand on n'avait pas d'argent, on allait quand même au Bloquerie et on répétait, pas dans les salles de squash, mais il y avait un espace où on pouvait regarder les matchs de squash. On squattait cet endroit-là. Donc, oui, c'était vraiment à l'arrache. Et alors, après, très rapidement, il y a eu la MJ chez elle, mais qui était située au parc. Eux, ils nous ont très rapidement ouvert l'espace. Et alors oui, il y a les parkings de Louvain-la-Neuve, évidemment, ça. On occupe encore d'ailleurs, enfin, moi personnellement non, mais je sais que nos petits, la relève, on va dire, les entraînements supplémentaires que les sessions hebdomadaires de LLC, ils les font dans les parkings de Louvain-la-Neuve. Et alors oui, effectivement, quand il faisait beau, alors on prenait vraiment d'assaut tous les lieux, les lieux publics, mais oui, on a fait des jams à l'Agora, au lac, quand il y a une esplanade comme ça au lac, on utilisait souvent cette esplanade-là, et le terrain de basket de Locaille. C'est vraiment là qu'est né le collectif Louvain-la-Neuve, en fait, au terrain de basket. On a commencé à organiser des événements autour du graffiti en invitant des Belges et des étrangers à peindre ensemble pendant une dizaine de jours. On a fait un festival qui s'appelait Cosmopolite Artour, qui a eu 3 éditions, dont 2 à Louvain-la-Neuve. Et c'était à l'époque où je travaillais à la Maison des Jeunes, donc la Maison des Jeunes accueillait un peu l'événement, c'était un peu la structure organisatrice, même si derrière mon collectif gérait en gros le projet. Mais du coup, on a pu réaliser pas mal de fresques à Louvain-la-Neuve, dans une forme de festival convivial qui laisse part à l'improvisation. Donc on ne demandait pas un projet bien cadré. Et bon, c'était quand même une grosse logistique à organiser, à gérer, parce que tu te retrouves avec 50 artistes à loger en même temps, à nourrir, il faut tout le matériel, il faut toutes les infrastructures, le budget, les subsides, les trucs, donc c'est très fatigant. Même après le projet, quand il est fini, tu mets un an et demi à tout justifier, à refaire tous tes dossiers des rapports d'activité et autres, donc c'était fastidieux. Et on s'est dit cette année, en fait la ville était demandeuse de Louvain-la-Neuve de relancer ce projet, mais avec le Covid c'était compliqué évidemment pour les restrictions sanitaires. Et donc nous, moi je pouvais plus non plus passer mon temps à chercher des subsides dans les différentes institutions. Donc la ville a mis à disposition un budget pour qu'on monte le projet Fresh Paint qui a lieu maintenant et qui est un peu dans le même esprit, sauf qu'on a planifié sur un an 7 nouvelles fresques à Louvain-la-Neuve et des rénovations de 2 anciennes qu'on avait déjà réalisées il y a 5-6 ans. Et du coup, le principe maintenant, c'est d'inviter Belges et étrangers toujours, mais un par un, pendant à chaque fois une durée d'un mois, on invite 3 artistes qui s'enchaînent et
et qui réalise 3 fresques. Et ça, on va faire ça sur 1 an, donc en 3 étapes. La première, c'était en juin-juillet. La deuxième, on l'a entamée maintenant avec Pantonio, qui est un artiste des Açores, du Portugal, qui a un style très particulier. Il peint tout au pinceau et à la perche. Donc c'est une prouesse technique quand même intéressante. Donc Antonio, il a eu assez carte blanche et on a proposé le projet, la ville a accepté, l'UCL aussi. Pour une petite ville comme Louvain-la-Neuve, il faut compter qu'on était 5 crews sur cet petit espace de Louvain-la-Neuve. Et en fait, on était rivaux, on dansait, on se rencontrait, on va dire, 1 ou 2 fois par an. Il y avait 2 gros battles par an qui permettaient aux crews de danser en tant que groupe. Sinon, la plupart du temps, c'était des 1 contre 1, 2 contre 2. Mais là, en Belgique, il y avait 2 gros battles où c'était crew versus crew. C'était l'impro danse et le battle de Rick Sansard, organisé par mon ami Nono Battesti. Et en fait, il y avait un danseur qui faisait pas partie d'un des groupes. Il était b-boy, il s'entraînait autant avec les b-boys qu'avec nous, qu'avec les Paramount. En gros, cette personne-là faisait la jonction entre tous les groupes et c'est lui qui nous rappelait, sans le dire évidemment, mais inconsciemment, c'est lui qui nous rappelait que même si ça reste de la rivalité, de la compétition, on est toujours tous amis d'une même ville en fait. Mais c'était pas évident hein, à l'époque où j'en parle, parce qu'il n'y a rien à faire quand tu dois te motiver pour battre un tel groupe. La frontière entre la motivation sportive et la motivation passionnelle, elle est très très fine. Donc je m'éloigne un peu, mais tout ça pour dire que cet individu-là est mort en fait. Il s'est suicidé et ça nous a tous choqués. Tous. Mais pas que Louvain-la-Neuve. On va dire la Belgique francophone de la danse était choquée. C'était pas une star, mais il était connu de tout le monde parce qu'il respirait la bonne humeur, la joie. Et en fait, spontanément, on s'est dit on se réunit au terrain de basket et on fait... on dit rien, quoi. On se réunit et on voit ce qui se passera. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, tous les danseurs de Louvain-la-Neuve et alentour étaient là. Et on a juste dansé. Et en fait, ça s'est répété toutes les semaines. C'est-à-dire que sans se donner des rendez-vous, on s'est retrouvés dans le même espace avec des gens de Paramount, ils sont plus restés, mais Wanted, certains b-boys, les petits que j'entraînais qui s'appelaient Oppression à l'époque, et High School. On était tous là. Et c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés du terrain de basket ici, mais toujours ensemble. Son décès a rendu les rivalités obsolètes et même secondaires. C'est comme si son aura, sa bonhomie, comme je dis, avait rejailli sur tout le monde en fait. Et donc on s'est retrouvé dans le même esprit que lui. Et donc finalement on s'est dit, alors on n'a pas dit on abat tous les crews, mais on fait un collectif. On défend la même chose, on défend la même ville, et on a la même identité. Et donc oui, j'ai envie de dire que l'élément fondateur, paradoxalement et tragiquement, l'élément fondateur du collectif, ça restera quand même le décès de notre ami commun en fait, qui a par sa mort uni tous les groupes de Louvain-la-Neuve en fait. Ça, c'est triste et en même temps, paix à son âme, mais c'est quand même une belle histoire. C'est-à-dire que d'être réunis par un événement tragique et de créer quelque chose de fort et de puissant qui dure depuis 6 ans. Ouais, je pense que ça a le mérite d'être raconté, je pense.
La pratique du graffiti, c'est vraiment une pratique, on va dire, illégale. C'est ça le vrai graffiti. L'essence du graffiti, c'est les inscriptions dans la rue. Maintenant, on connaît plus le graffiti américain, qui est apparu dans les années 70 dans les grandes villes américaines, qui est lié à la culture hip-hop et au travail du lettrage, de la stylisation du lettrage. Donc c'est assez codifié comme pratique. Mais ça s'apprend en rue et puis en rencontrant des gens du même milieu. Parce qu'il y a toujours cet anonymat lié à la pratique vandale, en tout cas. Tu essaies d'imaginer qui se cache derrière ce pseudonyme. Et puis un jour ou l'autre, tu es amené à rencontrer des gens qui pratiquent la même chose, à créer une équipe, et à développer, à faire des connexions, à bouger de plus en plus loin. Et quand tu démarres là-dedans, tu essaies déjà d'avoir une signature qui a une dynamique du style, pouvoir gagner une forme de respect de tes pairs qui pratiquent aussi la même discipline. Donc tu dois te démarquer d'une certaine manière et tu peux le faire de trois manières différentes, soit par ton style très personnel, original, que personne n'arrive à reproduire, soit par ton omniprésence dans la rue, le fait que tu bouges tout le temps et qu'on ne peut pas te rater, t'es partout, quoi. Ou alors encore par des exploits, on va dire, plus d'accéder à des endroits inaccessibles et arriver à peindre un toit ou faire quelque chose qui se voit de loin, et marquer. Donc c'est la quête du respect des graffeurs qui guide la plupart des jeunes qui commencent cette pratique-là. En général, tu commences par le tag et puis tu évolues petit à petit vers du dessin et vers un style personnel que tu développes ou pas. Certains restent bloqués dans le tag, d'autres font que des trains, d'autres après, plutôt comme moi, gardent un pied quand même avec cette culture-là, mais deviennent peintres, on va dire, au sens large. J'aime pas qu'on m'appelle graffeur parce que je graffe plus ou quasi pas. Par contre, je peins à la bombe, je peins à l'acrylique avec différentes techniques. Ça reste pour moi de la peinture murale au sens large. Donc ici, c'est la maison des jeunes de Louvain-la-Neuve qui s'appelle Chez elle. Et en gros, aujourd'hui, on va faire une journée autour du street art et du graphe. Donc ici, on va s'entraîner à la bombe et sur papier aussi pour dessiner des lettres principalement. Et puis après, on va pouvoir s'entraîner à l'extérieur sur des panneaux pour faire s'entraîner à la bombe. Un autre atelier, de coup, William fait des tours. On va faire un tour dans Louvain-la-Neuve pour faire, montrer le street art et le graphe ici dans Louvain-la-Neuve, qui est comme une ville connue pour ça. Vous savez c'est quoi la différence entre un tag et un graphe? Non. En fait un tag c'est juste la signature. Enfin c'est ce qui se fait le plus rapidement, mais c'est pas non plus comme ça. Genre ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille. Mais un graphe ça va être plus des lettres avec des couleurs, un contour. Et c'est juste que ces deux disciplines-là, elles sont illégales. Chaque graffeur a un peu sa vision là-dessus, mais pour moi, le graffiti et le tag, c'est quelque chose qui se fait illégalement. Alors que, par exemple, ici, on voit des fresques et tout ça. Là, on appelle ça des fresques murales. Et quand c'est fait légalement, on ne peut pas dire que c'est du graffiti. On peut dire que c'est de la fresque murale inspirée de l'art urbain, mais c'est quand même des choses différentes. En fait, Louvain-la-Neuve, c'est connu parce qu'il y a eu un événement qui s'appelle Cosmopolite, Art Tour, un truc comme ça. Il y avait la ville de Louvain-la-Neuve qui avait engagé des artistes du monde entier pour venir faire des fresques sur les murs, en fait. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu les fresques qu'il y a dans Louvain-la-Neuve qui ont été faites avec cet événement, et aussi tout ce qui est graffiti, street art. Les graffeurs, ils peignent les matériels roulants pour que ça voyage un petit peu partout et qu'on ait sa fresque qui voyage un petit peu partout. Donc voilà le parfait exemple. Ça s'appelle un panel parce que les lettres, en fait, elles sont coupées par le bas du train. Elles sont pas flottantes, en fait. Elles se finissent vraiment... on voit pas le bas des lettres. Et après, par exemple, si le mec avait fait tout le wagon, on appelle ça un wall car. Si le mec avait fait tout le train, on appellerait ça un wall train. Il y a plein de petits jargons. Et donc ça, comme c'est fait illégalement, pour moi, ça c'est un graffiti. Dans le stickers, il y a des graffeurs, des street artistes, mais il y a aussi genre peut-être des groupes de personnes qui revendiquent quelque chose. Par exemple, là, on a Exit Capitalisme, plus des gens qui font passer un message politique. Il y a plein de mouvements comme ça qui collent leurs stickers. Là, il y a par exemple un tatoueur. Enfin, ça peut aussi faire office de pub. Il y a son Instagram en dessous. Donc
Peut-être parfois il va gagner 1 ou 2 followers quand quelqu'un va voir son stickers. Et ce qui est cool avec l'art urbain, c'est que c'est vraiment une expo qui est en plein air, accessible à tous, faut pas payer. Faut juste un petit peu être attentif. Et une fois qu'on s'y connaît, il y a plein de petits trucs, plein de petits détails, de petites subtilités à regarder. Une affiche, c'est du graphisme, c'est de la typographie, c'est des dessins, des illustrations. Et voilà, ils font passer un message. Bon, là, c'est pour une manifestation. Ça, c'est pour un événement, une sorte de concert. Donc, en fait, voilà, le street art, c'est faire de l'art se réapproprier l'espace urbain pour afficher ce qu'on veut, en fait. Donc, même une affiche qui est pour un concert, si elle a été collée illégalement, c'est du street art. Pourquoi c'est de l'art? Parce que c'est du graphisme, en fait, de faire une affiche. Dans le graffiti, on respecte beaucoup les anciens parce que c'est un peu grâce à eux qu'on fait du graphe aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'est vraiment une fresque qui va jamais être repassée parce que c'est historique. C'est historique. C'est un des gars qui a amené le graffiti à Bruxelles, quoi. Et donc voilà, il s'appelle Choc. Et quand il est décédé, il y a eu un tas de graffeurs qui ont rendu hommage à ce gars-là. Donc c'est vraiment une ville universitaire où il y a beaucoup d'étudiants. Je veux dire, la plupart des bâtiments que vous voyez là, hormis les restaurants et les magasins, c'est des cotes étudiants ou alors c'est des auditoires où il y a cours. Ici on est à la gare des bus de Louvain-la-Neuve en fait. Donc les bus tech ils s'arrêtent ici. Et ouais, il y avait cette fresque, mais là je viens de voir le mur vient d'être détruit. Vous voyez ce que c'est une sorte de plan d'armes. On voit pas à cause des containers, mais il y a un gros logo de la Farm Prod. En fait, la Farm Prod, c'est un collectif d'artistes qui vient du Brabant Wallon, en fait. Et c'est un peu avec eux que la ville de Louvain-la-Neuve a organisé ce festival qui s'appelle Cosmopolitan Art Tour. Donc c'est important de les mentionner. Donc ça, c'est par exemple quand quelqu'un qui ne s'y connaît pas voit ça, il se dit bon, c'est un tag, il n'y a rien de créatif là-dedans, mais en fait non, c'est vraiment le mec qui a bossé sa signature pour qu'il sache faire ça en une ligne rapidement, quoi. Et là, on a un parfait exemple de ce qu'est le toy. C'est un mec qui est venu faire un truc plus petit et qui a repassé le graphe de quelqu'un. Et ça, dans le graffiti, ça peut créer vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Chacun a un peu ses règles, mais en général, moi je dirais que, vous voyez, s'il y a un tag, on peut le repasser avec un flop ou un graphe. On doit toujours faire quelque chose de plus grand et de plus compliqué pour repasser le travail de quelqu'un d'autre. Et en fait, quand on fait un truc plus petit en 2 secondes sur un truc qui a été fait pendant des jours, là c'est vraiment un manque de respect. Ouais, ça gâche le truc. Et... Je voulais vous montrer cette fresque en dernier parce que c'est un peu genre... elle est un peu iconique de Louvain-la-Neuve. C'est un peu tous les gens qui font du tourisme ici prennent ça en photo. Mais là en fait, il n'y a pas vraiment de bombe, quoi. Ça fait plus au rouleau et au pinceau. Et donc, voilà, ils ont pris des échafaudages pour faire ça. Et ça, c'est une des fresques qui a pris le plus de temps du festival. Donc voilà, c'est une fresque qui n'avait pas du tout liée au mouvement graffiti ou au mouvement hip-hop. Enfin, déjà, avant tout ça, il y avait quand même des gens qui peignaient sur des murs. Et voilà, un parfait exemple. Donc là, c'est que du pinceau, que du rouleau. Et donc voilà. En fait, l'idée aussi, c'est que autour de nous, autour de notre vélo sous le système Ghetto Blaster, toutes les disciplines du hip-hop se réunissent. Par exemple, avoir des breakers, un vinyle avec des breakers qui break juste devant notre vélo. On a aussi la possibilité de faire des open mic parce qu'il y a des micros qui sortent des vélos Ghetto Blaster, etc. Et du coup, avoir des graffeurs derrière et recréer ces espèces de block parties, des fêtes de quartier hip-hop. Les block parties, ça rassemble un peu toutes les différentes disciplines du hip-hop. Donc la danse, la musique, le graphe, et tout ce qui est un peu urbain en fait. Donc même on a fait des projets avec des skateurs, MC aussi, rap. Donc voilà, c'est
un espace d'expression en rue où vraiment on essaye de développer toutes les différentes facettes de la culture hip-hop. Nous, tu vois, justement, on s'inspire à fond de la culture hip-hop, quoi. Et le fait, par exemple, de penser... Qui est né à New York. Ouais, qui est né à New York. Et le fait de penser à des crumpers ou des breakers qui se réunissent à une station de métro, ça apporte une vie, tu vois, une vie underground mais culturelle, et il se passe des trucs et tout. Ben, nous, en vrai, c'est un peu aussi ça qu'on veut faire, quoi, tu vois. Et que toutes les disciplines se réunissent et qu'il se passe des trucs hip-hop partout, quand on est là. En fait, notre objectif aussi, c'est, via notre vélo Ghetto Blaster, justement, tourner avec et rencontrer des jeunes qui ont la même passion que nous, mais qui font pas forcément du DJing, mais qui font peut-être du breakdance, du crump, ou un certain type de graffiti, ou qui vont faire du beatbox, et ils peuvent beatboxer à nos micros. Ou aussi, on peut organiser des open mic, on peut organiser des open desk aussi, inviter d'autres DJ à pratiquer le DJing sur notre vélo. Ouais, ça se veut hyper ouvert et hyper accessible à tout le monde. On rencontre des chouettes personnes, tu vois, on a rencontré les breakers là, à Louvain-la-Neuve, maintenant on fait des projets avec eux. C'est fait pour ça, quoi, tu vois, pour rencontrer des gens qui ont la passion du hip-hop et kiffer, quoi. Dans un parc, on se ramène, et puis on voit ce qui se passe, quand on met de la musique, on voit ce qui se passe. On était parti à Montréal il y a quelques années, on était dans un skatepark, et il y a un gars qui faisait du beatbox qui est arrivé, il a commencé à faire du beatbox, et c'est ça aussi l'idée. Après, on veut se greffer à des plus gros événements existants, des événements hip-hop et tout, parce que c'est notre culture, c'est là qu'on veut aller, mais on veut aussi garder le truc où de temps en temps on sort notre sound system dans un parc, ou comme ça on y va, quoi. Ou dans un skatepark, ou n'importe quoi, et on kiffe, quoi. Après, ce qui est le plus pertinent pour nous à Louvain-la-Neuve, c'est d'aller au nouveau skatepark avec son nom de graphe, parce que là, effectivement, c'est l'endroit où peuvent se croiser les disciplines, et où là, on y est, quoi. Après, vu que c'est une ville piétonne aussi, on peut aller avec un vélo, son système, se balader dans la ville. Avec Jizou, on s'est rencontrés il y a plus ou moins 2 ans, je pense. C'était en fait à la suite du confinement. Il y a le centre culturel de Genappe qui nous a appelés, et en fait qui cherchait un spectacle vivant qui puisse s'adapter en fait au contexte du Covid, en extérieur, en distanciel, en impro. Et donc c'est tout ce qu'on fait nous avec notre compagnie, donc on a sauté dans ce projet. En fait, ils avaient leur vélo Ghetto Blaster et ils mettaient du son hip-hop. Et nous, avec les danseurs, on était là et juste, en fait, ça matchait. Et on a fait toute la saison comme ça et c'était super. Et d'ailleurs, on a continué la collaboration. On est partis ensemble cette année-ci à Montréal, Canada, avec le vélo. Donc voilà, on s'est chargé de 40 valises et on est partis ensemble avec le vélo au Canada. Et voilà, c'était une super expérience et je pense que ça va encore évoluer et qu'on va encore faire des chouettes projets ensemble parce que la vibe est très hip-hop en fait et ça match hyper bien, voilà. Du son, de la danse, c'est tout ce qu'on a besoin. Peu d'eau. Ah ouais, t'es abonné à son TikTok en fait. Ouais, je vois. Ah, comment ça? Elle sert. Regarde moi aussi. Ah, c'était pas first try. Ah. Vas-y, j'y vais après toi. Oh!
les valeurs du hip-hop, c'est peace, love, unity, having fun. Et ça résume en fait un peu toute cette culture et tout ce qu'on a envie de défendre encore aujourd'hui. Donc voilà, et pour moi, ça va de pair avec l'ouverture d'esprit et le fait d'accueillir tout le monde et ouais, c'est ça, d'être ouvert et toujours aussi essayer de se surpasser dans ce sens-là. Donc de toujours essayer de garder cette tolérance, cet amour pour les autres, surtout de se faire kiffer aussi, parce que voilà, ça reste having fun, quoi. Ça reste, voilà, il faut que ce soit un truc marrant, un truc sympa. Et unity, parce que voilà, on est ensemble et c'est comme ça depuis le début du hip-hop, et c'est pour ça qu'il a été créé. Et nous, on essaye avec le collectif vraiment de garder ces valeurs-là et de les transmettre à la nouvelle génération. Il y en a beaucoup dans le collectif qui donnent des cours. Il y en a beaucoup aussi qui, du coup, invitent d'autres danseurs à partager cette session. Et c'est aussi, surtout, ce qu'on défend quand on organise des événements. Que ce soit le LLC Battle ou d'autres types de battles, c'est vraiment ces bases hip-hop, ces 4 piliers, Peace, Love, Unity, Having Fun, qui sont au centre de tout à chaque fois. Ce qui est génial avec le hip-hop, c'est que cette culture et cette discipline qu'est la danse hip-hop est ouverte à tout le monde. Peu importe en fait ton niveau social, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton genre. Et c'est ça que moi je trouve super beau, c'est que même si le hip-hop évolue, cette mentalité, elle reste toujours. En tout cas, pour ceux qui ont les vraies valeurs du hip-hop, c'est vraiment hyper important, cette ouverture d'esprit et cette ouverture à tout le monde. Ici, là, à Louvain-la-Neuve, on est dans le milieu est assez favorisé. En fait, donc il faut enlever ce cliché que voilà, le hip-hop, c'est pour les gens de la rue, c'est pour les gens qui ont des difficultés. En fait, oui et non en même temps. En fait, le hip-hop, c'est pour tout le monde. Et ça a évolué dans ce sens-là aussi. C'est que maintenant, voilà... On a de la chance d'avoir des espaces comme la Maison des Jeunes à Louvain-la-Neuve qui nous permettent d'accueillir tout le monde en safe space. Et en fait, voilà, on est bien, on est au chaud, on est tranquille. Et en fait, tout le monde peut venir. Et donc, moi, c'est ça que je trouve génial et qui évolue positivement. C'est difficile de toujours attacher l'identité hip-hop à soi. Moi, si je prends du recul, voilà, je suis un grand métis, je danse. Du coup, je trouve ça important en fait d'être authentique. Vraiment, c'est vraiment la clé. Tu peux transmettre que ton authenticité. Voilà. Vu que la danse, elle ment pas, elle montre ce que t'es. Si t'es un copieur qui fait plein de mouvements de tout le monde, tu seras un copieur qui fait plein de mouvements de tout le monde. Mais dans les hip-hop, peut-être que tu vas arriver à trouver ton mouvement. Donc, c'est une tendance que tu ne peux pas échapper. Parce que tu te cherches, tu danses, tu te cherches. Corps, les autres. C'est une sorte de labo social. Et dans ce labo social, tu as des valeurs, une certaine intégrité qui se fait, je trouve. Je crois que dans l'essence, en fait, ça se trouve là. C'est voilà, j'intègre ce que je fais, j'assume ce que je fais. Et déjà, juste ça, juste danser dans la rue, voir tous les gens, tu vois. Ça se trouve, il y a quel temps ça a changé. Pour moi, genre, le hip-hop, c'est un témoignage du lien entre ce sud et ce nord, entre ces deux couleurs, en fait. Et pour moi, l'interculturalité, personne n'y échappe, parce que, artistiquement parlant, c'est imprégné. Et là où il y a un bon terreau, elle se plante, et c'est tout. Et Louvain-la-Neuve est un bon terreau, c'est rempli tous les critères. Dans la jeunesse, dans l'espace, dans l'expansion. Vu que Louvain-la-Neuve, c'est une ville piétonne, ça nous donne de la marge. Il y a des endroits stylés pour s'exprimer. Il y a un tour de graphes qui se fait, et des vrais graphes, hein, tu vois. Et du coup, c'est con, mais il y a plein de petits événements à Louvain-la-Neuve. Il y a des cotes, des jeunes qui font des trucs. Donc je dirais que Louvain-la-Neuve, c'est une ville propice à ça, et que c'est pas étonnant que ce soit passé ici, et aux alentours, en fait. Pendant le Covid, on s'était dit, le premier confinement, on avait encore du travail, on se dit, en fait, il n'y a pas trop de problèmes, parce qu'on travaille en extérieur. À partir du moment où on respecte les distances entre nous quand on peint sur l'échafaudage ou sur une nacelle, et qu'on n'est pas à 10 en train de peindre, du coup, on faisait des équipes et on tournait tous les jours. Demain, c'est toi, moi je viens après-demain.
Et on a quand même réussi à avoir du boulot, donc on disait que c'était bien parti. Mais en revanche, à partir du mois d'octobre, ça a été le néant pendant un an, quoi. Avec tous les projets qu'on avait prévus qui étaient annulés les uns à la suite des autres, reportés, annulés. Et donc là, pendant un an, c'était vraiment galère. Du coup, on s'est concentré sur ce projet Fresh Paint en disant bon, on va essayer de mettre quelque chose en place parce que ça ne va pas durer une éternité non plus de rester confiné. On va essayer de trouver une formule qui puisse s'adapter au contexte et qui soit assez flexible au cas où il y a des nouvelles restrictions, des nouveaux soucis. Voilà. Du coup, pour l'instant, on s'en sort bien. Le Covid, ça a été assez étrange. Ça a eu du bon et du pas bon. Ça a eu du négatif où certains jeunes qui commençaient, en fait, n'ont pas su s'imprégner assez de cette culture et de cette valeur-là et de cette vibe que l'on peut avoir et qui, du coup, ont abandonné ou voilà, sont tournés vers autre chose. Ça a eu aussi du positif où, en fait, très bizarrement, nous, ça nous a encore plus rapprochés. Je me rappelle qu'on faisait des sessions chez nous, chacun sur Zoom, et que ça a enclenché plein d'autres choses, genre des débats sur le hip-hop. On a essayé de garder cette culture vivante parce qu'en fait, elle est tellement à l'intérieur de nous, ça nous fait tellement vibrer qu'on peut pas l'abandonner. Voilà, on l'a pas étouffée avec ces 2 années de Covid, bien au contraire. Il y a aussi des initiatives qui se sont créées de cette crise sanitaire où on a appelé les danseurs notamment pour les Still Standing for Culture où en fait on avait besoin d'artistes pour réveiller un peu tout ce bazar et donc du coup nous aussi on était là, on a agi pour ça et on a défendu la culture avec notre passion et avec le hip-hop. Donc ça c'était hyper positif aussi. Au niveau local, on peut remarquer que la pandémie a vraiment foutu un gros coup d'arrêt à beaucoup. C'est-à-dire qu'on est passé de sessions, on était parfois 30 ici, tous les dimanches. En sortie de confinement, je pensais que tout le monde allait revenir en mode « Ah, enfin !» Des 10, 15, une quinzaine, quoi. On a perdu presque 50% de nos jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ont arrêté la danse et sont passés vers des pratiques plus safe, sport d'extérieur. J'en connais qui font du rugby. Il y en a d'autres qui font du jeu vidéo, qui se sont donnés à fond dedans. Mais aussi au niveau plus global, je me rends compte qu'il y a beaucoup de danseurs qui étaient même, je ne vais pas dire pros, mais qui étaient déjà des bons danseurs, qui ont arrêté. Parce qu'à un moment donné, quand tu te rends compte qu'il n'y a plus de cours de danse, il n'y a plus rien, et que tu dois quand même payer tes factures, tu fais autre chose. Et donc une fois que tu as commencé à faire autre chose et que tu te rends compte que faire autre chose, ça rapporte quand même plus d'argent stable, c'est dur de revenir après. Comment tu vas revenir à une vie d'artiste, de galérien, même si c'est soul food. Mais soul food, c'est bien, mais la real food, c'est bien aussi. Donc, je comprends. Et donc, il y a eu cette hécatombe-là, passer d'events où il y avait peut-être un event par semaine, parfois 2, avec blindé de monde, et puis maintenant, tu fais des events. T'es limite obligé d'appeler les gens personnellement pour leur dire hey, « Viens, je fais un truc, vas-y, venez. » Après, j'ai envie de toucher du bois parce que y a des gens que je croyais qu'ils ne reviendraient pas, qui sont en train de revenir petit à petit. Et ça fait plaisir aussi pour la culture lover comme moi. All I did was wait for you. All I did was wait for you. Was wait for you. All I did was wait for you. All I did was wait for you. Nighttime downstairs, lights shine bright. Sky, gold rings, lost in time. Cold wind, green eyes, faint memory.
Alors, pour construire une lettre, c'est hyper simple. C'est un principe de bâtonnet. Donc, je fais des barres, comme ça, ok. Et puis, je les encadre, hop, avec des bâtonnets. Ok. Hop, 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 hop. Et puis, qu'est-ce que je fais ensuite? On dessine une forme. Non, j'efface tout ce qui est à l'intérieur. D'accord? Et ça forme un A. Ok? Ici, quand on regarde, du coup, à chaque fois, ça garde ce principe de bâtonnet. Donc, il y a un bâtonnet ici, un bâtonnet comme ça, et là. Il faut bien que les courbes, enfin, les lignes se suivent, quoi. Il faut bien qu'il y ait la même forme pour que la lettre reste vraiment bien lisible. Et ça, c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a ça, on peut retravailler pour faire une lettre un peu différente, faire des petits embouts, des phases. Comme on appelle ici, il y a, par exemple, le A, il y a un petit bout du A qui dépasse. C'est pour faire un style et du mouvement dans la lettre aussi. Il y a également ici tout plein de magazines. Ici, c'est un magazine, par exemple, style Vandal. Donc, tout ce qui est illégal et tout ça. Qui sera plus facile à utiliser pour vous. Parce qu'en fait, comme c'est des actions rapides et tout ça, il y a moins de travail sur les lettres que dans des trucs où les gens passent une journée sur une lettre. Là, effectivement, c'est plus compliqué à lire. Ici, par exemple, un PSK. Le PSK est assez lisible et assez facile à reproduire. Vous voyez? A contrario, si je prends au hasard une pièce, il est marqué quelque chose. D'accord? C'est ce qu'on appelle du white style. C'est quand la forme finale forme plus une œuvre d'art que des lettres bien scindées. Souvent dans le white style, c'est les lettres qui sont de plus en plus déformées. Il y a souvent genre des flèches qui vont de partout, qui traversent toutes les lettres, avec des effets de couleurs et tout. Au final, c'est quasi illisible. C'est aussi une technique de travail de la lettre qui rend c'est plus une œuvre d'art finale que vraiment pour lire directement le lettrage. Au plus on va être proche, au plus ça va faire un trait net et précis, par exemple comme ici. Mais au plus on va aller loin, au plus ça va être un petit peu vaporeux. Ok? Ça c'est un truc à savoir, et alors au plus on va aller rapidement, au plus ça va faire aussi un trait fin et précis, et au moins on va aller rapidement, au plus ça risque de couler. Donc là ici, si je reste longtemps au même endroit, hop, on voit ça commence à couler. C'est mieux comme ça ou pas? Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est déjà un peu plus simple. Le H, il faut juste le rapprocher un petit peu. Et le N, tu peux le refaire partir, hop. Comme ça. Tu vois, pour qu'il soit collé au A. Et alors le H, il va falloir juste l'effacer et le ravancer. Mais j'ai une question, pourquoi il faut toujours travailler en ligne qu'en colonne? Ouais, le plus compliqué, prendre Que c'est mieux, la peinture elle se dépose sur la surface. Ah, qu'en ligne ça coule? Ouais, non, c'est pas que ça risque de plus que de couler, mais quand tu fais en ligne, du coup la peinture elle vient, elle se dépose à chaque fois sur ta surface. Donc c'est plus facile. Non, c'est parfait. On va aller au lit. Il manquerait juste que le L au lieu de faire imaginer le L. Vous voyez? Mais il faut utiliser la même couleur qui a été utilisée pour faire des effets. Là par exemple, regarde, donne 2 petites secondes. Regardez 2 secondes. Ici je peux venir faire des bulles. Ok. Comme ça. Dans exactement Tom il 3 va minutes. passer avec tous les contours. Après, c'est la visite. Eh, mais professionnel, C'est trop ici. beau. Il a déjà fait des années lui. 3 ans. Mais le premier jour que vous aviez fait ça, vous ne saviez pas comment ça marchait ça? Ah non, j'ai appris aussi. Hein. Arrête! Ici, c'est professionnel. Oh, j'aurais pas fait comme ça. Non, pas le doigt, pas le doigt, pas le doigt, pas le doigt. En fait, je savais même pas que ça existe maintenant les textes comme ça. Le lien avec la rue, je trouve qu'il est devenu compliqué. Parce que, évidemment, le hip-hop, il vient de là. Mais de plus en plus, quand on essaye d'y retourner,
on se heurte un peu aux institutions, en fait, on peut plus danser comme on veut dans la rue, où on veut. En fait, avant d'être à la Maison des Jeunes, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entraînaient à la gare de Louvain-la-Neuve. Petit à petit, ils ont mis des bandelettes au sol pour qu'on puisse plus aller sur ce sol qui était bien lisse, bien plat. Donc là, c'est tout rugueux, donc c'est plus praticable. Évidemment, il y avait les commerçants qui se sont plaints du bruit, mais je ne comprends pas bien pourquoi, parce qu'ils étaient fermés au moment où on s'entraînait. Enfin, il y a un tas de choses qui empêchent un peu comme ça. Donc moi, je trouve qu'on aimerait en fait retourner à la rue, parce que en fait, c'est aussi sympa, et puis ça permet d'avoir une vitrine aussi avec, un échange avec du public au final. Faire des street shows, c'est aussi hyper compliqué parce qu'on a besoin d'autorisation, parce que soit on est trop gentil et on veut trop respecter les règles, soit je sais pas, il y a toujours un truc qui va bloquer de toute façon. Donc voilà, mais alors en opposition à ça, en tout cas avec ma compagnie, avec Double Impro, on essaye de se réapproprier aussi cet espace public et de proposer des spectacles d'impro dansé qui s'adaptent en fait à l'espace urbain. On en a fait un il n'y a pas longtemps à la ferme du Biérot, dans la cour intérieure, où on jouait avec les escaliers, avec des bancs qui étaient à l'extérieur. On a fait ça aussi à Genappe, on a fait des shows en extérieur. Mais tout ça, c'est des shows préparés. Enfin, on a les autorisations d'être là. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper sympa, en fait, parce que ça fait que nous, on peut se réapproprier un espace urbain avec lequel on ne peut pas trop jouer d'habitude. Et en même temps, ça fait que le public peut voir de la danse là où il est, en rue. Il y a beaucoup d'amalgame, en fait, dans la part du public qui ne connaît pas ce milieu. Pour eux, un tag, c'est un graphe. Enfin, à partir du moment où tu peins à la bombe, tu fais du graphe, c'est pas le cas. Les graffeurs, c'est déjà tout un univers, il y a déjà plein de graffeurs différents, autant de styles et de graffeurs et de démarches que de personnes, même s'il y a des courants. Je trouve normal que toute cette culture reste underground, et en effet on parle pas d'argent. Je trouve pas normal par contre qu'ils doivent des fois payer des millions pour de la couleur sur un mur, quoi. Je trouve que les sanctions sont des fois démesurées. Par contre, je trouve chouette et intéressant que des artistes issus de cette scène-là utilisent ce bagage pour développer une voie professionnelle. Maintenant, c'est toujours une question d'éthique. Est-ce que tu vends ton projet à n'importe qui, tu réponds à n'importe quel appel d'offres, est-ce que tu veux juste de l'argent, ou est-ce que tu veux juste faire un beau mur pour une belle cause, ou même si le budget n'est pas élevé. Nous, on se situe un peu plus dans cette partie-là où on accepte pas mal de projets différents et officiels, mais on en refuse aussi par éthique et parce que moi, je ne cours pas derrière l'argent, je veux vivre simplement. C'est le côté convivial que j'ai envie de mettre en avant dans cette pratique, en rencontrant des gens, en voyageant. Et ça, c'est ce que je trouve le plus important dans le côté humain dans cette discipline. Comme on le retrouve également dans le côté underground, où tous ces graffeurs et ces taggeurs se connaissent plus ou moins, parce que c'est un microcosme. Les préjugés sont inhérents à ce travail, enfin, ils sont constants, quoi, parce que tu es toujours dans des rapports, par exemple pour avoir des autorisations et des murs et tout, tu dois négocier avec les politiques, c'est beaucoup de démarches à faire, des dossiers, trouver des fonds, argumenter ton projet et pouvoir le défendre et convaincre les gens de te laisser une carte blanche. La plupart des gens veulent déjà être sûrs de ce qu'ils vont avoir sur le mur, faire une commande. Moi, je considère mon travail un peu plus comme un graphiste de mur, quoi. Alors, il y a les autres préjugés aussi. En fait, les autorités pensent souvent qu'ils vont éradiquer le tag et le graffiti en faisant des belles fresques, en commandant des fresques. Ce qui est se foutre un doigt dans l'œil, quoi, parce que les deux sont complémentaires. Et c'est créer une guerre entre les acteurs de terrain et les artistes qui en font leur métier, parce que du coup ça alimente aussi tout le rapport inverse entre graffeurs et peintres qui gagnent de l'argent avec ça. Ils te prennent pour un vendu. Si tu repasses un de ces tags, parce qu'il y avait un tag sur le mur, il va revenir après sur ta fresque. Donc il y a toujours un rapport de
bonne entente à maintenir avec les différents acteurs du milieu. Il y a des gens qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi pour de l'argent. Mais en tout cas, ici, dans le Brabant wallon, il y a Farm Prod, il y a Spray Art. De base, c'est des graffeurs. Ils connaissent le milieu et donc ils font pas n'importe quoi et ils restent dignes quand ils bossent. Pour ce qui est de Farm Prod du coin, moi, je suis hyper reconnaissant qu'ils soient là parce que c'est des anciens pour nous. Eux, ils ont commencé à essayer de capitaliser sur leurs fresques il y a des années où le graffiti était vraiment très très mal vu, c'était pas encore en galerie. Donc voilà, et eux, ils ont permis justement de donner une meilleure image de la fresque et de l'art urbain. C'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, quand je vais faire des fresques légales où je suis rémunéré, d'être beaucoup mieux vu et même d'avoir plus de clients, plus de gens intéressés. Est-ce que les danseurs debout sont prêts à être professionnels et tout ce qui va avec? La question se pose, quel est l'avenir de notre danse? Voyant tout ce que le break peut obtenir grâce à son inclusion au JO, est-ce que le hip-hop a plutôt intérêt à se professionnaliser comme sport et aussi comme art? Alors comme art, ça fait longtemps que la danse essaie de se professionnaliser, statut d'artiste, etc., etc. Je ne suis pas convaincu qu'à long terme, ce soit la meilleure solution politique pour professionnaliser un danseur. Pour le côté sportif, moi j'ai le même point de vue que ceux du break qui ont marché avec les JO. C'est-à-dire que pour moi, le hip-hop, c'est une culture. Elle est aussi sportive. Alors je me pose la question très simplement. Les danseurs, où est votre intérêt? Est-ce que votre intérêt est de faire du militantisme en disant on ne sera jamais un sport, on restera une culture toute notre vie, avec tous les problèmes que ça a en termes de reconnaissance pour la culture dans un pays comme la Belgique, ou vous avez une deuxième porte qui s'entrouvre, je dis bien qui s'entrouvre, c'est celle du sport, avec, heureusement ou malheureusement, tous les aspects positifs que la Belgique met sur la table pour le sport, qu'elle ne met pas pour la culture, par exemple. Moi, je suis pragmatique. Je me dis, on a la chance de pratiquer un art qui est aussi un sport, à aller prendre le positif qu'il y a dans l'art et aussi dans le sport. Quand on compare les deux budgets entre la culture et le budget du sport, là, effectivement, là, il n'y a pas de discussion possible. Le break a pris un envol assez important au niveau politique grâce au JO. J'ai pas honte de le dire, ça me plairait qu'une opportunité comme celle-là soit donnée au hip-hop aussi, parce que je pense que ce serait aussi dans l'intérêt des danseurs. Et j'ai déjà commencé à y travailler. Ces 2 dernières années, j'ai intégré une fédération sportive. Et en fait, oui, grâce à ça, je me suis rendu compte que j'ai eu plus de portes ouvertes que de freins. Parce que dès qu'on travaille avec les institutions reconnues, l'État vous ouvre plus facilement des portes. Les freins que j'ai maintenant, c'est que les personnes décisionnaires n'œuvrent pas spécialement dans l'intérêt du hip-hop. Ils ont d'autres intérêts en tête, d'autres danses, des visions politiques. Ça ne va pas parce qu'à partir du moment où il n'y a pas assez de représentativité, où les gens qui sont aux manettes ne comprennent pas que le street dance est aussi une culture et aussi une façon de voir les choses, une façon d'aborder les choses différentes que les autres. Ça, plus le fait qu'on représente un potentiel de puissance qui peut faire peur. Et donc parfois ça amène des conflits ou des tensions qui n'ont pas lieu d'être, mais qui ont beaucoup de conséquences sur les danseurs qui attendent beaucoup de cette professionnalisation.
check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done.